Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent La guerre germano-soviétique 1941-1943, tome 1, de Nicolas Bernard, lu par François Cottrell. Introduction. 22 juin 1941. La Seconde Guerre mondiale n'a pas 2 ans. À cette date, l'Allemagne d'Adolf Hitler contrôle la quasi-totalité de l'Europe, dont la France, vaincue l'année précédente en 6 semaines. Seule l'Angleterre s'obstine à résister. Sur tous les fronts, elle plie. Ses armées, écrasées en Grèce, reculent en Afrique, et sa Royal Navy peine à déloger de l'Atlantique les sous-marins nazis qui s'acharnent patiemment à asphyxier l'archipel britannique en sectionnant ses artères maritimes. Et pourtant, ces heurts ne sont qu'un feu d'artifice comparé à l'immense déflagration qui éclate ce jour-là. Sur la Manche, au Moyen-Orient, non. À l'Est, c'est-à-dire à la frontière de 3000 kilomètres qui, des confins du Grand Nord aux rives de la mer Noire, sépare l'Europe nazie de l'Union soviétique. Violant avec éclat le pacte de non-agression conclu avec Staline le 23 août 1939, Hitler lâche ses armées à l'assaut du judéo-bolchevisme pour faire de son rêve psychotique, la conquête de l'espace vital, une réalité. Éclate une guerre cataclysmique qui fauchera 30 millions de personnes, soit la moitié du bilan mortuaire du conflit mondial, et qui s'achèvera 4 ans plus tard, non par la consécration d'un Reich millénaire, mais par sa défaite complète dans les ruines de Berlin emportées par l'armée rouge. Si, pour reprendre la formule d'Eric J. Hobsbawm, le court XXe siècle a bien été l'âge des extrêmes, la Seconde Guerre mondiale en constitue sans doute le point d'incandescence. Ponctuant l'ère des catastrophes, Hobsbawm toujours, caractérisée par la fusion des guerres totales et des passions politiques, ce conflit a mis aux prises des systèmes et des philosophies aussi antinomiques que les démocraties libérales, le nazisme et le communisme. À ce titre, comme l'admettra publiquement Staline le 3 juillet 1941, on ne peut considérer la guerre contre l'Allemagne fasciste comme une guerre ordinaire. Le heurt germano-soviétique a confronté 2 dictatures dont la radicale nouveauté avait inauguré l'ère des tyrannies, selon l'expression chère à Elie Halevi. Ces belligérants, après tout, se voulaient les maîtres d'œuvre de 2 religions séculières parfaitement antagonistes, l'URSS proclamant avec force, mais aussi avec hypocrisie, l'égalité, que niait farouchement le régime national-socialiste. Dans les 2 cas, l'on prétendait incarner le sens de l'histoire, poser les bases d'une société meilleure, répudiant le christianisme ou les libertés individuelles, facteurs d'oppression, de décadence, d'inaction. Car, ajoutera Milan Kundera, ce n'était pas seulement le temps de l'horreur, c'était aussi le temps du lyrisme, le poète régnait avec le bourreau. Personnifié par Lénine, puis Staline, le régime communiste se faisait fort de promettre aux masses laborieuses, en URSS comme à l'étranger, les lendemains qui chantent, tandis que Mussolini à Rome et Hitler à Berlin réussissaient chacun à leur manière l'alchimie entre conservatisme et révolution, entre réaction et modernité, revendiquant un pouvoir total tout en s'appuyant sur les élites traditionnelles, flattant le peuple tout en l'encasernant, le tout pour accélérer l'avènement de l'homme nouveau, défini plus particulièrement dans le cas des nazis par sa supériorité raciale. En d'autres termes, il n'était plus nécessaire d'attendre l'au-delà pour accéder au salut, l'utopie enfin deviendrait réalité à condition de le vouloir. Les communistes se sentent très près des bâtisseurs de cathédrales, écrivait Paul Vaillant-Couturier en 1932. Fasciné par les cathédrales de lumière des grands rassemblements nazis à Nuremberg, Robert Brasillac assénait de son côté « Tout cela est fondé sur une doctrine, sur une intelligence, une sensibilité.
et ces spectacles grandioses sont liés à une représentation du monde, aux idées les plus dures sur la valeur de la vie et de la mort. Dans cette logique où tout devenait possible, l'Union soviétique et l'Allemagne hitlérienne ont tout sacrifié à leurs ambitions, admettant sans ciller le caractère superflu d'un être humain au nom de la doctrine véhiculée. La mort résout tous les ennuis, professait Staline. Pas d'homme, pas d'ennui. À quoi lui répond comme en écho cette réflexion de Hitler peu de temps avant l'invasion de la Russie, et quand nous aurons gagné, qui nous demandera des comptes sur la méthode? Au point de sombrer dans la démesure, chacun de ces régimes a fait du meurtre de masse une pratique gouvernementale ordinaire, l'URSS l'employant contre ses propres peuples, alors que le Troisième Reich ciblait les races dites inférieures, voire littéralement parasitaires, puisque tel est le terme que Hitler réservait aux Juifs, l'objet de toute sa haine. Ainsi, de Moscou à Berlin se sont étendus ce qu'un historien américain a appelé les terres de sang. Ces charniers innombrables qui devaient, dans l'un et l'autre cas, constituer les fondations d'un bonheur insoutenable. Rien d'étonnant dès lors à ce que la guerre qui dressera l'un contre l'autre de ces empires totalitaires ait pulvérisé des records de barbarie. Les deux adversaires y étaient prédisposés.